Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Épisode de Contact qui sort aujourd'hui. Bonne période pour parler à un économiste avec une montagne d'expérience. Oui, en fait, il y a un lien. C'est directement corrélé entre ce que nous traversons et le casting de l'épisode de cette semaine à Contact. Il s'agit d'Olivier Blanchard, qui a été longtemps professeur d'économique à Harvard et au MIT pendant une quarantaine d'années. C'est un Français, mais il est aussi américain, donc connaît très bien le territoire, connaît très bien les enjeux. Il a aussi, peut-être et surtout, devrais-je dire, été économiste en chef au Fonds monétaire international. Il pense d'ailleurs que ce FMI pourrait avoir à intervenir plus tôt que tard dans l'économie française, tellement les problèmes budgétaires sont importants. Et il est en mesure, nous le verrons, de réfléchir à la situation unique et particulière du Canada. Je dirais peut-être pas totalement unique, puisque le Mexique est dans une position semblable, où nos économies sont terriblement dépendantes des États-Unis, dans un contexte où on a en face de nous un acteur qui peut-être est-il rationnel, mais c'est difficile de le savoir. Je propose un extrait. Deux choses. Il me semble d'abord que si on est dans un mode la loi du plus fort implique que le Canada aura accepté un certain nombre de choses qui sont d'un certain point de vue inacceptables, mais la loi du plus fort, c'est que les États-Unis sont plus forts que le Canada. Et donc, ils peuvent vraiment rendre la vie absolument impossible au Canada. Au-delà de ça, il va y avoir des problèmes qui vont durer assez longtemps parce qu'il faut totalement réorganiser l'économie. Ça peut coûter très cher. Donc, il y a une limite au quoi qu'il en coûte. Le Canada a un peu de marge, mais on peut pas. Ce sera coûteux pour un certain nombre de secteurs. Si vous étiez au FMI aujourd'hui, vous seriez à bosser à des scénarios catastrophes? Oui. Et parce que la question que j'allais te poser avant l'extrait, c'est est-ce qu'il est globalement, pour le Canada et pour le monde, plus du côté optimiste que pessimiste? Mais si on se fie à l'extrait, il n'est pas dans le gros optimisme pantoute, là. Ben, il y a deux choses qui soulignent. La première, c'est dans un monde où la règle de droit, le contrat, peut être contourné. Je dis pas oublié, effacé, mais contourné. On a eu cette impression avec l'entente de libre-échange, il l'a respecté, mais c'est du bout des lèvres et on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aboutir. Sur la question des droits douaniers, il contourne d'une certaine manière le droit parce qu'il fait unilatéralement des choses qui devraient normalement être faites de concert avec le Congrès, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des républicains en ce moment qui pensent à contester l'autorité présidentielle. Il a d'ores et déjà promis d'opposer son veto. Mais un veto présidentiel, by the way, ça se renverse avec les 2/3 des deux chambres. C'est pas simple, c'est pas gagné. Il y a de la discipline chez les républicains en ce moment, mais ça pourrait arriver. Donc, il dit, dans un contexte pareil où la loi du contrat, la loi de la loi, est dépassée par la loi de la jungle, c'est le plus fort qui l'emporte. Et qui est le plus fort, inévitablement, c'est les États-Unis. Et ils seront, c'est ce qu'il disait, en mesure de nous faire payer très cher leur volonté. Puis derrière ça, la question qu'on n'entend pas mais que je posais, c'est est-ce que le Canada, parce que c'est un peu le programme de M. Carney, c'est ce qui avait été aussi annoncé par Justin Trudeau, c'est le « quoi qu'il en coûte », expression très populaire ici en France qui avait été employée par Macron pendant la crise du COVID. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que tout le monde s'en tire, s'en sorte, y compris nos entreprises. Alors, est-ce que ce « quoi qu'il en coûte », dans une perspective où il faut tout refaire, repenser conceptuellement nos économies, nos liens d'affaires, nos relations commerciales. Est-ce que le Canada, avec la marge qu'il a, peut compenser pour ce que le marché nous ferait souffrir? Puis la réponse, c'est un peu, mais pas franchement, au point où, au FMI, s'il y était, il réfléchirait très activement à ce que ça pourrait avoir d'impact sur une économie aussi forte et mature que celle du Canada, mais qui peut subir de vrais, violents contre-coups. On n'y est pas. Mais c'est passionnant. C'est une heure avec quelqu'un qui est calme, qui a l'avantage de l'expérience, qui a vécu des crises. Il était aux manettes en 2008-2009 au FMI pendant la crise des subprimes. Donc, suggestion, si vous voulez peut-être tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé en particulier hier. Les marchés qui ont fait les gains, tu sais, mettons le 12% pour le Nasdaq, c'est une bonne année. Tu sais, une année où tu gagnes du 12% sur le Nasdaq, c'est pas une mauvaise année. Et là, tu l'as fait en 3 heures. Donc, Donald Trump suspend ses tarifs. Mettons, je fais des chiffrons vers 13 heures. Mais à 16 heures, le Nasdaq avait gagné 12%. C'est comme une blague. C'est comme une blague de voir les marchés soumis aux paroles, aux volontés, aux décisions arbitraires d'un seul homme, là.
Mais quand tu fais l'exercice d'ailleurs et que tu mets côte à côte pendant les points de presse de M. Trump, les points de presse, je sais plus si ça s'appelle un point de presse, il est toujours en communication, mais à chaque fois qu'il est là et qu'on soupçonne qu'il va communiquer sur l'économie, ils mettent souvent en fenêtre à côté le Dow Jones, qui est un des indices. Tu parlais de Nasdaq, il y a le S&P, et tu le vois vraiment osciller comme un électrocardiogramme en fonction de chacune des paroles dites. Oups, il donne l'impression qu'il va faire des compromis, tu vois les marchés qui partent vers le haut. Oups, il est inflexible, il part vers le bas. C'est ce qui s'est passé hier. Je te rappelle que quand on a commencé la journée à 6h30 ensemble, je te disais que ça avait beaucoup bougé pendant la nuit en Asie. Alors, ce sont pas les marchés boursiers qui ont fait flancher, si c'est le bon mot, Donald Trump. Parce qu'évidemment, le scénario officiel, c'est que c'était un plan qui était écrit, mais comme du papier musique. Tout était prévu et le grand horloger savait qu'à l'heure dite, il pourrait ramener les choses un peu dans leur orbite et expliquer calmement, voyez, je voulais mettre mon point sur la table pour qu'on me comprenne et qu'on vienne négocier, cogner à la porte. Et au moment opportun, je nous donne le temps pour faire les choses dans le calme, c'est-à-dire 90 jours. La réalité, alors évidemment, l'histoire n'est pas encore écrite, la réalité, c'est que tous les conseillers, sinon la très, très, très grande majorité de M. Trump, avaient aucune idée de ce qui se préparait en se réveillant hier matin, avaient certainement aucune idée de ce que le grand horloger allait changer l'heure, nous faire passer à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, je ne sais pas, parce que là, on était dans l'hiver économique, ça allait pas du tout. Et là, soudainement, avec quelques paroles, il ramène les choses. Pourquoi? Parce que le marché obligataire en Asie avait fait comprendre au président aux États-Unis qu'ils ne sont pas souverains. Les États-Unis, c'est un géant au pied d'argile. Puissance, on le répète, mais ça vaut la peine de le dire encore, hyper endetté, c'est une dette qu'ils ne possèdent pas. Ils ont accepté dans le fond, comme je le disais hier, je pense, de donner à leurs pocheux, parce que c'est des consommateurs qui consomment comme des gens qui sont accrochés à la drogue le font. Ils ont donné à leurs pocheux les clés de leur dépendance parce que ils ont acheté à crédit. Et ce crédit, c'est les Chinois, les Japonais, les Anglais aussi aujourd'hui. À une époque, tu me diras pourquoi les Belges étaient parmi les plus grands détenteurs d'obligations. Ce n'est plus le cas. Ils ont largué au fil des derniers mois et dernières années. Mais les Japonais, hier soir, et les Chinois, alors, le premier ministre japonais, les Japonais très discrets. On les entend pas dire « Attention, Monsieur le Président, on va vous attaquer, on va être méchant avec vous ». Pas plus que Xi Jinping, d'ailleurs, se fait beaucoup entendre, mais ils ont des traders qui étaient aux manettes et qui ont commencé à larguer des titres de dette américains. Et avec ça, c'est la remontée immédiate de la courbe obligataire, donc le prix payé par les États-Unis pour entretenir cette dette insupportable, insoutenable de 36-37 000 milliards de dollars. Le coût a été porté, mais tu sais, c'est comme discrètement à la jugulaire. Et là, le président, je me répète aussi, il est pas plus fort que la police. Quand les marchés décident qu'ils vont t'en donner une, ils peuvent t'en donner une sérieuse. Et quand tu perds le contrôle, il y a plus personne. Il y a vraiment, une fois que le génie est sorti de la bouteille, il y a pas beaucoup de force capable de compenser pour la vélocité que les marchés peuvent prendre par eux-mêmes. C'est une spirale violente. C'est arrivé à la première ministre britannique Liz Truss il y a quelques années. Elle a perdu le pouvoir en quelques heures. Elle a annoncé son programme politique, baisse d'impôts qu'on va financer avec des emprunts. Le marché dit « No way, José » ou Joséphine, et bang, le coût de la dette britannique s'est mis à partir en flèche et ça s'est arrêté net. Elle n'était plus première ministre quelques jours plus tard. Et c'est très directement corrélé. Trump aurait été encore président probablement la semaine prochaine, mais dans quel état, on n'en sait rien. Oui, mais lui, il veut une baisse des taux, puis là, dans une nuit, il y a eu une hausse des taux d'un demi-point, là, imposée par le marché. Intolérable pour quelqu'un qui sait qu'à terme, d'abord, c'est un rendez-vous avec le destin des États-Unis, la dette. On parle de ces choses-là, et je dis aussi les mêmes affaires. Ça a l'air ennuyant jusqu'à ce que ce qui est ennuyant devienne une catastrophe, qui a de l'impact dans ton REER, qui a de l'impact dans notre économie, qui a de l'impact sur le chômage, parce qu'une économie peut imploser. Je dis pas que ça va arriver avec les États-Unis. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, et même davantage. Et je me rappelle dans les années 90 des gens qui mettaient en garde contre la dette américaine. C'est donc dire qu'on peut avancer longtemps par-delà le bout de la falaise comme Will le coyote, pédaler dans le vide et rester en l'air. Et les États-Unis sont là avec une économie, une richesse
colossal. Ils sont pas demain matin dans la rue, mais ce qu'on a compris, c'est que aussi puissant veut-il être, le président, il est à la merci de ses créanciers. Il y a cette dette comme un boulet à la cheville. Merci beaucoup, Stéphane. À demain.